Quel est l'aspect le plus exaspérant de la montée de l'antisémitisme aux États-Unis après le 7 octobre? De nombreuses raisons expliquent la colère face à l'attaque contre les Juifs menée par la majeure partie de la gauche américaine, ainsi que par les voix bruyantes de la droite. Mais peut-être que l'erreur ne vient pas seulement des semeurs de haine qui cherchent à normaliser la haine des Juifs. C'est la volonté de tant de Juifs libéraux d'accepter l'idée qu'ils ont toujours été des victimes en Amérique, essentiellement des invités tolérés plutôt que des citoyens égaux, qui ont contribué à la construction des États-Unis. Et sauf dans de très rares cas, n'ont jamais souffert de persécution comme ils l'ont fait ailleurs. Aujourd'hui, dans Think Twice, nous plongeons non seulement dans les racines de la crise contemporaine de la haine des Juifs en Amérique, mais nous essayons aussi de comprendre pourquoi tant d'entre nous ne comprennent pas pourquoi ils ont été trahis par d'anciens amis, avec la journaliste Bashi Ungar-Sargon, auteure du nouveau livre The Jews and the Left. Bonjour et bienvenue dans Think Twice. Le problème la plupart des Juifs américains n'est pas seulement la défaillance de leurs dirigeants et de leurs organisations de référence, ni le fait que leurs alliés traditionnels leur tournent le dos. Après une recrudescence de l'antisémitisme suite au plus grand massacre de Juifs depuis la Shoah, le 7 octobre 2023, le vrai problème, c'est que la majorité des Juifs américains, qui sont politiquement libéraux, ne comprennent pas que continuer à soutenir un mouvement qui les définit comme des oppresseurs blancs est au mieux de l'auto-sabotage et au pire, suicidaire. Leur allégeance à la gauche politique pouvait avoir du sens il y a un siècle, lorsque la haine des Juifs était, du moins en Europe, principalement le fait de la droite, et lorsque les libéraux défendaient des idées comme l'égalité des chances, la protection des travailleurs et le soutien à Israël. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La gauche est dominée par des élites diplômées ayant remplacé ces idées largement partagées par des doctrines progressistes comme la théorie critique de la race, l'intersectionnalité et le colonialisme de peuplement. Cela donne carte blanche à l'antisémitisme et à la cause du génocide des Juifs en Israël. Plus précisément, s'accrocher à la gauche dans ces circonstances revient à abandonner les valeurs qui ont fait de l'Amérique un lieu exceptionnellement accueillant pour les Juifs. En acceptant la vision du monde de ces extrémistes, les Juifs libéraux ont non seulement sous-estimé l'Amérique, ils ont, presque sans s'en rendre compte, abandonné leur propre droit d'être considérés comme des partenaires égaux ici. Une personne qui a beaucoup réfléchi à ce problème est l'auteur et journaliste Bashi Ungar-Sargon. Nous sommes ravis de l'avoir à nouveau avec nous aujourd'hui. Bashi Ungar-Sargon est présentatrice le week-end et animatrice de Bashi sur News Nation. Elle a été rédactrice chez Newsweek et The Forward, et elle est l'auteure de 3 livres, dont, en 2022, Bad News, How Woke Media is Undermining Democracy. En 2024, Second Class, How the Elites Betrayed America's Working Men and Women. Et son dernier ouvrage, The Jews and the Left. Bashi Ungar-Sargon, bienvenue de nouveau à Think Twice. Merci beaucoup de m'avoir invité. Content de te revoir, Bashi. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Je voudrais commencer par te demander ce qui est clairement l'idée principale de ton nouveau livre, The Jews and the Left, qui est l'erreur que tant de Juifs libéraux commettent lorsqu'ils réfléchissent à leur propre statut en Amérique. Tu soutiens que, loin d'être simplement tolérés, des invités dans une nouvelle étape de la diaspora qu'ils pourraient devoir abandonner, comme dans toutes les nations où les Juifs ont vécu ces 2000 dernières années, ils le sont aussi depuis le début de l'histoire américaine, des partenaires égaux ici. Pourquoi tant de Juifs semblent-ils l'ignorer? Comment cela a-t-il influencé leur réaction à la recrudescence de l'antisémitisme après le 7 octobre? Ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils sont suréduqués. Ils vont dans les mêmes universités prestigieuses que tous les membres du DSA, qui sont en fait des usines à idéologie woke. Beaucoup de Juifs, étonnamment, s'en sortent sans attraper ce virus idéologique woke. Beaucoup d'autres n'y ont pas échappé. Et pourtant, le 7 octobre a été comme un bug dans la matrice. Ils avaient toujours supposé qu'ils seraient comptés parmi les opprimés lorsque leur tour viendrait.
Et ils étaient, vous savez, totalement horrifiés de découvrir que les woks les considéraient comme des oppresseurs, même au milieu d'un événement aussi horrible que le 7 octobre. Et puis, bien sûr, il y a les 30% qui ont voté pour Zohran Mamdani, qui sont tout à fait indistinguables d'un membre moyen du DSA, endoctrinés à l'antisionisme et à l'antisémitisme, qui sont devenus la caractéristique principale de la gauche aujourd'hui, le sine qua non, le facteur le plus important. Donc je pense que le problème est une question d'état d'esprit, une question d'éducation, une question de milieu. Ce milieu précis à gauche, composé de personnes suréduquées et aisées, vous savez, diplômées des institutions les plus prestigieuses, qui est la source de tout l'antisémitisme à gauche, se trouve être le milieu auquel l'Américain juif moyen appartient et qu'il convoite pour ses enfants. Et je pense qu'il y a une sorte de dissonance cognitive que beaucoup ressentent en ce moment. Parce qu'ils ne se rendaient pas compte que cette vision du monde non seulement déteste les Juifs, mais déteste aussi les personnes qui ont fait de l'Amérique un endroit si accueillant pour nous. Et à cet égard, j'écris dans le livre, ils ne se sont pas seulement auto-sabotés, mais c'est en réalité une énorme trahison de tout ce que ce pays a jamais fait pour nous. Merci d'avoir écouté Think Twice. Que vous nous écoutiez sur l'une des plateformes de podcast ou que vous nous regardiez en direct sur Facebook, X ou sur la chaîne YouTube de JNS, merci de mettre un j'aime et ou de vous abonner à JNS. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications et laissez-nous de bons avis. De plus, en plus de Think Twice, il existe le podcast Jonathan Tobin Daily, où je partage avec vous davantage d'actualités et d'analyses sur les questions les plus importantes auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Vous pouvez trouver l'émission quotidienne sous Jonathan Tobin Daily sur la chaîne JNS ou que vous écoutiez vos podcasts. Retour à l'émission d'aujourd'hui. Oui, et je pense que l'un de vos points clés est que les juifs libéraux, ou ces juifs qui, comme vous le dites, ont succombé au virus de l'esprit woke, ont adopté le statut de victime en Amérique, comme si cela ne différait pas de l'Europe. Donc, nous voulons approfondir davantage, non seulement sur le virus de l'esprit woke, mais aussi sur le pessimisme juif en Amérique après le 7 octobre. Aucun doute que la trahison des Juifs par Harvard, Yale, Princeton, Columbia, l'establishment académique, le monde des arts et l'élection de personnes comme Zohran Mamdani ont profondément déprimé de nombreux Juifs libéraux et même certains Juifs conservateurs que je connais, à penser que c'est le début de la fin de ce qu'ils appellent l'âge d'or de la communauté juive américaine, mais que vous, je pense, soutenez à juste titre, n'était en réalité que, vous savez, ce qu'a toujours été la communauté juive américaine. Alors que, comme vous le soulignez, méconnaissent le passé américain. Oui. Je pense que la question clé est aussi pourquoi se trompent-ils sur l'avenir? Ils se trompent sur l'avenir car ils se trompent sur le passé. Vous savez, j'entends bien sûr tout le temps des Juifs. C'est comme lorsque mes grands-parents en Allemagne pensaient être de bons citoyens sans comprendre comment le pays pouvait se retourner contre eux. Ce n'est rien de comparable à cela. Les pires moments de l'histoire américaine n'étaient en rien comparables à cela. Parce que ces grands-parents étaient entourés de gens qui détestaient les Juifs. Et peut-être que, même dans la société la plus polie, ce n'était pas acceptable de le dire, ne serait-ce qu'un instant. Mais ils savaient que, vous savez, si on gratte sous la surface, la terre elle-même hurlait du sang des Juifs. Et la terre américaine, c'est exactement l'opposé. La terre elle-même a rejeté la haine des Juifs dès l'instant où le premier Juif a posé le pied sur le sol américain en 1654. Et c'est une trahison dégoûtante et impardonnable de réécrire cette histoire et de nous transformer en victimes pour obtenir les faveurs de foutus anti-antisémites. C'est dégoûtant de tourner le dos aux Américains chrétiens qui, encore aujourd'hui, ne nous trahiront jamais et seront toujours à nos côtés. Et nous les traitons de nationalistes blancs et d'anti-antisémites. C'est dégoûtant. Et j'ai écrit ce livre pour que ce soit un signal d'alarme pour notre communauté, parce que c'est une telle trahison. Si nos grands-parents voyaient les choses pour lesquelles nous nous plaignons, ils se retourneraient dans leur tombe. Je veux dire, c'est tout simplement ridicule. Et tu sais que ce n'est pas une oppression systémique profonde, parce que le gouvernement est toujours de notre côté. C'est ça qui est incroyable. Et il l'a toujours Et été, il comme l'a tu toujours dis. été. Et il l'a toujours été. Ouais. Il y avait de l'antisémitisme en Amérique. Bien sûr qu'il y en avait. Il y avait des quotas visant les Juifs.
Vous savez, l'année avant que les quotas soient instaurés, 20% de la promotion entrante à Harvard était juive. Ils disaient « Il y a trop de juifs. Mettez un quota, disons 4%. Je suis contre les quotas, d'accord? Je pense qu'ils sont terribles. Ils n'ont duré qu'un Jusqu'à court ce qu'ils moment soient en et ils quelque ont été sorte supprimés très réimposés, rapidement. vous savez, de nos jours. En effet. Bien sûr, on ne voit pas vraiment le même genre d'indignation en faveur des Américains d'origine asiatique, qui sont pourtant les véritables victimes du système de quotas actuel. Pas de la même manière, en tout cas. C'étaient des quartiers soumis à des restrictions. Il y avait des country clubs qui n'acceptaient pas les juifs, n'est-ce pas? Tout cela existait, bien sûr. Mais chaque fois que le gouvernement devait intervenir, il le faisait en notre faveur. Et en plus, dès l'instant où les Juifs sont arrivés ici, ils ont été considérés non seulement comme des égaux, mais aussi comme des partenaires précieux dans la fondation de cette grande nation. Les pères fondateurs aimaient les Juifs. Ils nous voyaient comme les héritiers des textes fondateurs de la civilisation qu'ils essayaient de bâtir ici. Et en ce sens, nous étions très précieux à leurs yeux, au cœur même de leur vision de ce nouveau monde. Et tout réécrire, parce que la seule chose qui compte aujourd'hui pour la gauche, c'est le statut de victime et l'oppression. Je pense simplement que c'est une trahison de l'histoire américaine. C'est une trahison de l'histoire juive. Et ça doit cesser. Nous devons réfléchir pour sortir de cette situation, car c'est ce qui cause beaucoup des problèmes que nous avons actuellement. Dans votre livre, vous traitez la même question que de nombreuses personnes intelligentes, dont Norman Podhoretz, ont exploré. Pourquoi les Juifs sont-ils libéraux? Vous guidez vos lecteurs à travers l'histoire américaine et juive américaine. En bref, pourquoi les Juifs se sont-ils retrouvés aussi à l'aise du côté gauche de l'échiquier politique durant la première moitié du 20e siècle? Pourquoi tant d'entre eux y restent-ils alors que la gauche actuelle leur est hostile et nuit à leurs intérêts? Voici les 2 questions auxquelles j'ai voulu répondre dans le livre. Je suis sûre qu'on vous les pose aussi souvent, que ce soit par des non-juifs, des chrétiens ou des conservateurs. Pourquoi les juifs votent-ils pour les démocrates alors que ce parti les déteste et que nous les aimons? On me demande souvent cela. Je vais donc répondre. Pourquoi les juifs se sont-ils rangés du côté des démocrates et pourquoi la gauche s'est retournée contre eux? Les juifs ont rejoint les démocrates pour des raisons tout à fait raisonnables. Pour commencer, là où l'antisémitisme apparaissait pendant la majeure partie du XXe siècle, jusqu'à, disons, 1967 ou 1970, c'était à droite. Vous savez, au tournant du siècle, entre 1 et 2 millions de juifs russes ont immigré ici. Ils étaient démunis et ont trouvé du travail dans les métiers de la confection, où ils étaient horriblement exploités, principalement par des juifs arrivés quelques années avant eux, avaient réuni un petit capital et ouvert un atelier de misère. Beaucoup ont suivi ce chemin. Le prolétariat juif n'a duré qu'un temps très bref, même pas une génération. En 15 ans, la majorité des juifs sont devenus propriétaires des moyens de production, pour ainsi dire, et leurs enfants accéderaient à des professions qualifiées. Mais ils étaient démunis à cette époque. Vous savez, dans les années 1900, 1910, 1920, et ils ont lancé le mouvement ouvrier parce qu'ils croyaient qu'ils devaient avoir le droit à la dignité en tant que travailleurs. Et à mesure qu'ils gravissaient les échelons et profitaient du capitalisme américain, ils cherchaient un mouvement qui n'était pas seulement socialiste, mais qui avait une véritable appréciation du capitalisme sans sacrifier la dignité du travail. Et ils ont vraiment trouvé cela dans le New Deal, qui, vous savez, ils l'ont écrit eux-mêmes. Les antisémites l'appelaient le Jew Deal. Mais Francis Perkins vous aurait dit, vous savez, que les avocats juifs étaient largement surreprésentés dans la rédaction de cette législation. Et c'était ça l'idée cruciale. Cela combinait un respect pour le capitalisme avec un respect pour le travail. C'est là où en était la communauté juive. Donc, au début, ils étaient socialistes, puis, en quelque sorte, ils ont tué le mouvement socialiste parce qu'ils ne reflétaient pas vraiment leur position en tant que communauté. Donc, c'était tout à fait logique. Franklin Delano Roosevelt a sauvé le pays de la Grande Dépression et fut adulé par les Juifs américains qui le voyaient comme celui ayant vaincu Hitler. À l'époque, ils ignoraient combien peu avait été fait pour sauver les Juifs. Mon amie Toby, survivante de la Shoah, s'assoit à côté de moi à la synagogue. Elle m'a dit que lorsqu'ils ont déménagé ici pour la première fois, ils ne comprenaient pas pourquoi les Juifs appréciaient autant Roosevelt. Pour eux, c'était l'homme qui, durant 4 des 5 années de guerre, n'a pas su s'opposer au département d'État antisémite. Et elle a dit, vous savez, au début nous en parlions. Et puis elle m'a dit, et nous avons vite appris à nous taire parce que les Juifs américains ne voulaient pas entendre. Il a Il fallu le attendre une glorifiait autre simplement. génération avant que la génération à l'origine du mouvement pour les Juifs soviétiques s'est inspirée de l'opposition à cela.
C'est ça, donc c'était tout à fait logique. Cela nous amène au mouvement des droits civiques. C'est comme ça que je comprends cela. Vous savez, la marche sur le pont Edmund Pettus a eu lieu seulement 20 ans après la libération d'Auschwitz. Les Juifs étaient largement surreprésentés dans le mouvement des droits civiques. Bien sûr, 90% du mouvement des droits civiques était composé de Noirs. Mais parmi les 10% qui étaient blancs, les Juifs représentaient entre 50 et 70%. Ils représentaient un tiers des martyrs blancs. Ils représentaient 70% des avocats travaillant sur les lois relatives aux droits civiques. Ils constituaient plus de 50% des Freedom Riders. C'était quelque chose de très cher au cœur des Juifs américains. Aujourd'hui, les Juifs américains regardent en arrière et réimposent une perspective intersectionnelle anachronique. Et ils diront « les Juifs étaient représentés dans le mouvement des droits civiques parce que nous aussi, nous étions opprimés. Et nous comprenions que l'on ne peut combattre l'antisémitisme que si l'on lutte aussi contre l'islamophobie et contre le racisme anti-noir. » D'accord, les Juifs de l'époque savaient que c'était absurde. Ils ont rejoint le mouvement des droits civiques car ils savaient n'avoir jamais été opprimés ici. Ils voyaient arriver les Juifs. Mon amie Toby a déménagé à la Nouvelle-Orléans. Elle est arrivée 6 mois avant la déségrégation de la Nouvelle-Orléans. Elle est passée du statut de personne opprimée, presque exterminée à cause de sa race en Europe, à celui de bénéficiaire d'un système de ségrégation raciale très similaire dans le sud des États-Unis. Mais les Juifs américains savaient qu'ils n'avaient jamais vécu cela. Ils savaient qu'ils n'avaient jamais été traités comme les Noirs l'étaient. Et ils ressentaient cela comme un fardeau spirituel, apporter les libertés et l'égalité dont chaque Juif américain avait bénéficié dès son arrivée ici, et les offrir aux Afro-Américains, à leurs voisins noirs. Donc tout cela explique parfaitement pourquoi les Juifs se sentaient plus proches du Parti démocrate. Et pendant ce temps, chaque fois qu'il y avait de l'antisémitisme, cela venait de la droite. Tout cela a commencé à changer à la fin des années 60. Après l'assassinat du Dr King, qui était très proche de la communauté juive. Mais son mouvement a été remplacé par le mouvement Black Power, très antisémite. Il se voyait comme faisant partie des mouvements postcoloniaux. Il s'identifiait aux Palestiniens. Israël a remporté cette victoire militaire écrasante en 1967. C'était choquant, ce qui a suscité pour la première fois l'intérêt du gouvernement américain d'ailleurs. Avant cela, il ne s'était pas vraiment intéressé à Israël. Oui, c'est un point très important que beaucoup Les gens de gens passent ne comprennent vraiment pas. à côté de ça. Ils ont commencé à voir Israël comme un allié crucial dans la lutte contre les Soviétiques. Bien sûr, les Soviétiques s'étaient rangés du côté des Arabes. Ils ont commencé à promouvoir ce récit selon lequel le sionisme est du racisme. Les Américains ont alors perçu Israël comme une menace potentielle de grande ampleur pour les Soviétiques, et ils avaient raison. Et c'était le cas. En fait, Nixon, un antisémite invétéré, a été le premier à dire « Nous devons donner beaucoup d'argent aux Juifs, bien plus d'argent. Jusqu'à présent, nous leur donnions environ 350 millions de dollars par an en aide. » Et il dit « Ils ont sorti un chiffre de leur chapeau. Le but de ce chiffre, qui était de 2 milliards, il s'agissait seulement d'envoyer un message aux Soviétiques, sans lien avec les évangéliques, l'AIPAC ou les Juifs américains. Le but, choquer les Soviétiques et affirmer que c'est notre avant-poste. Donc, nous sommes maintenant dans la partie et vous feriez mieux de le reconnaître. C'était précisément le but. Donc tout cela, vous savez, avait du sens. Mais à ce moment-là, la gauche se retournait vraiment contre le militarisme. Elle se détournait vraiment des victoires militaires, de la puissance militaire. C'était en pleine guerre du Vietnam. Dans les années 70, cela a vraiment commencé à s'amplifier. Donc, il y avait cette façon dont la gauche, tout comme le mouvement Black Power, s'identifiait à tous les opprimés du monde entier. Et puis, il y avait les philosophes français postmodernes, les post-structuralistes, qui ont essentiellement donné une compréhension intellectuelle à ce qui existait déjà. Cette colère militante contre le militarisme. Et, vous savez, ce soutien émotionnel envers les opprimés, les indigents et les nations africaines se libérant des colons blancs. Puis les post-structuralistes ont affirmé « Il n'y a pas de différence entre bien et mal. Toute la base judéo-chrétienne de la civilisation occidentale, c'est du pipeau. Il n'y a que les puissants contre les impuissants. Il n'y a que des institutions qui exercent leur pouvoir contre les sans-pouvoir. » Et cela s'est propagé comme une traînée de poudre dans les universités américaines. Et cela a complètement colonisé toutes les sciences humaines, toutes les sciences sociales. J'explique en détail dans le livre comment cela s'est produit concrètement. Et puis tout cela ensemble. Donc il y avait la partie militante, il y avait la partie intellectuelle des universités,
Mais selon mon interprétation, et vous reconnaîtrez cela dans mes autres livres, cela serait resté dans les couloirs sacrés de l'université sans la dimension économique. Le modèle économique de Reagan, puis le modèle néolibéral, qui disait « Vous avez besoin d'un diplôme universitaire pour avoir accès au pouvoir et aux rêves américains. » Parce que ce que cela faisait, c'était de dire « Plus vous passiez de temps exposé à ces idées absurdes, à cette adoration de la faiblesse et à ce rejet de la civilisation occidentale judéo-chrétienne, plus haut vous pourrez gravir les échelons de la société américaine. Et sans cette exposition à Foucault, aux Black Panthers et à toutes ces absurdités, vous ne pourrez même pas atteindre le modèle le plus basique du rêve américain. » C'est ce qui l'a fait sortir de l'université et l'a répandu dans le Parti démocrate traditionnel, chez les diplômés de l'université, dans les médias, mais aussi tout le service RH, toute personne travaillant dans des organisations à but non lucratif ou dans des secteurs valorisant un diplôme universitaire. Pendant ce temps, l'opposition à cela, les chrétiens, les gens de la classe ouvrière, les personnes rurales perdaient leur pouvoir politique et culturel parce qu'ils étaient fauchés. Et c'est vraiment ce qui a signé la fin, je pense, de notre cohésion en tant que nation, mais aussi de notre capacité à résister à cela. C'est devenu la langue commune, pas seulement des élites, comme lorsque Tom Wolfe écrivait à ce sujet, mais vraiment de toute personne de niveau intermédiaire, d'intelligence moyenne, de toute personne qui aspire à un quelconque pouvoir en Amérique. Et je pense que c'est là que cela s'est complètement banalisé, à tel point que le 7 octobre a eu lieu. Toute personne ayant un diplôme universitaire, qui était passée par cette machine à bêtises du virus woke, n'avait littéralement pas la capacité de remettre en question l'idée que, le Hamas doit forcément être du côté des gentils parce qu'ils ont moins de pouvoir face à Israël, impérialiste et militarisé. Oui, c'est une excellente remarque, vous savez. Dans le contexte de votre livre, je veux dire, l'une des choses que j'aime à son sujet, c'est que vous nous donnez ces vignettes de Juifs qui se défendent, de Juifs qui disent « Hey, c'est différent ici ». Et nous n'allons pas accepter toutes ces absurdités, vous savez, que nous avons acceptées ailleurs. Et pourtant, et vous savez, j'adore l'histoire à propos des funérailles du rabbin qui ont été interrompues, vous savez, à New York au début du 20e siècle. Et puis, le cortège est revenu. Et c'est comme, vous savez, c'était comme, d'accord, c'est pas la Russie, on n'allait pas accepter. Oui. Mais un siècle plus tard, les Juifs semblent prêts à l'accepter. Oui. Parce qu'ils pensent qu'ils le méritent, vous savez. Vous savez, et c'est très frustrant pour ceux d'entre nous qui voient les choses avec du recul, mais ça a parfaitement du sens. Et pour revenir à ce dont nous parlions au début avec le virus de l'esprit woke, mais vous savez, tout cela revient à ces théories toxiques de la gauche, vous savez, qui nous ont été apportées par les Français et l'école de Francfort, qui ont, en quelque sorte, pris le contrôle du monde universitaire, des arts, de beaucoup de nos débats publics et du journalisme. Et c'est pourquoi nous sommes dans une situation où les Juifs se retrouvent un peu à l'écart, à observer de l'extérieur. Ils l'acceptent parce qu'il y a des incitations sociales à agir ainsi. Personne n'est menacé physiquement. C'est ce qui m'a tant dérangé dans le discours disant que les étudiants juifs ne sont pas en sécurité. Vous savez, il y a eu une étude qui est sortie et qui a révélé que, je ne sais pas si c'était la majorité, je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais une énorme proportion des manifestants dans les campements sur le campus étaient des personnes qui utilisaient les pronoms they, them, d'accord? Ce ne sont pas des gens qui en imposent physiquement. C'était neutre. Je comprends ce que tu veux dire, sans tomber dans les stéréotypes. J'étais Ce juste... n'était pas l'équipe de foot là-bas. Exactement. C'était surtout des femmes, ainsi que de nombreuses personnes non-binaires et queer. Tu sais, là-bas, Queer, tu un as... terme qu'ils revendiquent eux-mêmes. Oui, Queer, exactement. on ne l'utilise exactement. pas comme une insulte. L'idée que les étudiants juifs étaient encouragés à trembler face à cela. Restez à l'abri, on leur disait, vous savez. Les autorités juives leur demandaient de rester à D'accord. l'abri. J'étais vraiment horrifiée par ça. Ayant déjà fait l'objet de manifestations, je peux vous dire qu'il y a quelque chose d'horrifiant là-dedans. Ça vous frappe au plus profond de votre âme, parce qu'ils agissent comme des zombies. Ils ne vous parlent pas. Ils ne vous regardent pas comme si vous étiez humaine.
Il y a une personne qui fait office de porte-parole, qui est, vous savez, une véritable psychopathe. Et les autres, vous essayez de leur parler comme à des humains et ils ne vous regardent même pas. Et comme on a tous vu des films de zombies, c'est vraiment terrifiant. Mais vous n'êtes pas physiquement en danger. J'ai parcouru, vous savez, autant que possible parmi les 10 000 incidents recensés par l'ADL. La grande majorité, c'était des slogans, des manifestations, des graffitis, ce genre de choses dégoûtantes. Je veux dire, je n'aime pas les quotas. Je ne justifie rien de tout cela. Mais l'idée que les étudiants juifs devraient avoir peur de cela, j'ai trouvé cela extrêmement insultant. Et le point, c'est que exactement, pourquoi ne vous battez-vous pas? Récemment, lors d'un événement au 92nd Street Y, des gens demandaient « Que faire ?» On a l'impression que la droite avec J.D. Vance, les Groypers, Tucker, et la gauche avec Mamdani, la DSA, ils nous détestent tous. Pour qui voter? J'ai répondu « Je me fiche de pour qui vous votez. Peu importe le camp que vous choisissez un camp et battez-vous. » Battez-vous, je veux dire battez-vous. Il n'y a rien de plus anti-américain que l'antisémitisme. Et que vous cédiez ou disiez « Je fais mes valises et je pars en Israël ». C'est quoi ce délire? Partez, on n'a pas besoin de vous. Moi, je reste. Je coulerai avec ce navire. Mais il ne coulera pas, car 80% des républicains restent pro-Israël. Je veux dire, il y a vraiment un problème d'un côté. Et d'ailleurs, ça va aussi changer, parce qu'ils vont perdre gros s'ils élisent ce type dans le Michigan, cet Al-Sayed. Il va perdre de 10 points face à Mike Rogers. Et les démocrates, il y a une chose qu'ils détestent vraiment, c'est perdre des élections gagnables. Si cela arrive, vous allez voir un énorme retour vers le centre parce que Hayley Stevens, bien sûr, se présente comme une modérée. Et elle se présente comme une pro. Fière d'accepter l'argent de l'AIPAC, une modérée. Je pense que beaucoup de ces peurs sont exagérées et que c'est aussi une trahison de l'histoire dont nous avons bénéficié ici. Je suppose que je vais avoir, vous savez, je peux un peu entendre mes auditeurs et mon public, vous savez, dire « Mais qu'en est-il des incidents de violence anti-juive où nous ne faisons que, vous savez, parler ?» Moins d'une semaine après une attaque au couteau à New York, qui était grave. Elle est survenue juste après la dernière déclaration anti-Israël de Mamdani, son discours délirant sur le génocide et la calomnie sanglante. Il y a eu d'autres incidents violents. Vous savez, ce n'est pas une très longue liste, mais c'est suffisant. Vous savez, pour servir. Comme, vous savez, une raison de s'inquiéter qu'il y ait une tolérance de l'antisémitisme et une tolérance de l'anti-antisémitisme. Ça a été banalisé, vous savez, par les médias progressistes, par le New York Times, par tant d'autres personnes dans le discours public américain. Je ne peux pas dire aux gens de ne pas avoir peur de cela. La question est de savoir comment ils doivent y répondre, pas de savoir si c'est sérieux ou non. Eh bien, tout d'abord, je veux dire, la gauche est extrêmement violente en ce moment. Un quart des personnes à gauche, qui se disent très progressistes, pensent que la violence politique est acceptable. Nous ne sommes pas plus mal lotis que les chrétiens ou les conservateurs. Je veux dire, ils ont volé l'avatar du jeune mouvement chrétien, Charlie Kirk. Vous savez, nous sommes en bonne compagnie. La gauche est maléfique, violente, lamentable et doit être vaincue. Nous devons identifier nos amis, savoir qui nous soutient et lutter avec eux. Bien sûr, c'est une période effrayante. La gauche est radicalisée. Si vous possédez un bien à New York, le maire antisémite et répugnant vient de divulguer vos informations personnelles. Il déteste les Juifs. Il a propagé une calomnie sanglante. Il appelle à la violence contre Netanyahou. Il a déclaré la guerre aux Juifs. Et oui, les marges de la société vont répondre à cet appel, comme nous l'avons vu à New York. Ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas plus maltraités que les chrétiens blancs. Et c'est notre propre forme de myopie qui nous a coupés de nos amis qui traversent la même chose. Parce que les mêmes personnes qui nous détestent, les détestent aussi. On dit souvent que combattre l'antisémitisme implique aussi de lutter contre l'islamophobie. Elles vont ensemble. C'est l'absurdité la plus grande que j'ai entendue. La grande majorité des violences contre les Juifs sont commises par des musulmans. Oui, je veux dire l'islamophobie. En pratique, c'est simplement remarquer les musulmans. L'antisémitisme. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Mais il y a des gens qui nous soutiennent. Il y a des gens qui sont dégoûtés et horrifiés par l'antisémitisme. C'est juste que la plupart des Juifs ne le savent pas, parce qu'ils ne regardent pas Fox News. Donc, en tant que communauté, on s'est un peu acculé dans un coin où le seul moyen de survivre était de chercher à s'attirer les faveurs de personnes qui nous méprisent. Ils ne veulent pas de nous. Ils ne veulent pas de notre argent.
Vous savez, jusqu'à récemment, 50% des dons faits au Parti démocrate venaient de juifs. Et maintenant, le Parti démocrate est fauché. Oui, ça semble. Parce que vous savez quoi? C'est le Vous grand chassez sujet les de la Juifs. semaine à Washington. Ouais, je veux dire, peut-être avait-il besoin de l'argent de l'AIPAC? Je ne sais pas. J'entends souvent des Juifs dire « Pourquoi donner à un parti qui ne veut pas de moi ?» Arrêtez, relevez-vous, les Juifs, et arrêtez de mendier l'approbation de gens qui nous détestent. C'est une insulte à l'histoire juive et une insulte à l'histoire américaine. Arrêtons d'être loyaux à un seul camp et retrouvons notre loyauté envers la plus grande nation de l'histoire. Oui, je pense qu'on devrait approfondir un peu l'avenir des démocrates. Vous venez de dire quelque chose de très optimiste à propos de l'avenir des démocrates. Vous savez, vous prédisez, en gros, et je vous ai déjà entendu dire ailleurs, que en 2028, vous pensez que les démocrates vont choisir un modéré, pas quelqu'un de la gauche intersectionnelle pour être le candidat à la présidentielle. Et en effet, si El Sayed se fait écraser dans le Michigan, vous savez, cela pourrait être le message que les démocrates en tirent. Je dirais simplement que la gauche du Parti démocrate, c'est vraiment, vous savez, la base. C'est l'électorat, vous savez, ce sont les gens qui votent lors des primaires. Et, vous savez, là, les trois cycles je ne suis pas électoraux d'accord avec ça pourtant. présidentiels. Pour moi, la base du Parti démocrate, ce sont les femmes noires. Elles détestent ces conneries. Elles détestent ça et ne s'intéressent pas à ce genre de personnes. Sur CNN, quelqu'un disait « Abdullah Sayed se préoccupe plus de la Cisjordanie que du côté ouest de Détroit. Elles ne se soucient ni d'Israël ni de l'Ukraine. Elles veulent de la modération. Les démocrates noirs sont les plus conservateurs de la coalition démocrate, ce qui est caché parce qu'elles sont tellement susceptibles de voter pour les démocrates. Socialement conservatrice, c'est certain. Socialement conservatrices. Donc, pour moi, l'idée que la DSA soit en quelque sorte la base, ça laisse vraiment de côté une grande partie du tableau. C'est difficile de s'enthousiasmer pour la modération, enfin, l'idée de modération. C'est un problème de communication que les modérés ont. Mais vous savez, la majorité des Américains se considèrent comme modérés. Ils ne veulent pas de MAGA, ils ne veulent pas de DSA. La DSA est extrêmement impopulaire auprès des indépendants et de beaucoup de démocrates qui ne s'intéressent tout simplement pas à ce qu'ils proposent. Bien sûr, comme je vis à New York, c'est difficile à voir, parce qu'ils réussissent tellement ici. Mais partout où ils réussissent auprès des personnes instruites, des riches et des blancs. C'est un socialisme par et pour les riches. Al-Sayed a enfin publié sa déclaration de revenus. Ce type est millionnaire. Il possède des biens immobiliers. Il est consultant en santé, Au revoir. bien sûr qu'il l'est. Consultant en santé. Sa femme n'accepte pas Medicare. Le programme oui, médecin, Medicare mais pour n'accepte tous pas l'a l'assurance remis. maladie. C'est juste tellement parfait. Chacun d'entre eux est comme ça. Et c'est drôle parce qu'ils disent que c'est islamophobe de souligner ces choses-là. Pourquoi tous les musulmans doivent-ils détester Israël? Pourquoi est-ce ainsi? C'est à moi de ne pas le voir. Une autre étude est sortie récemment. Pew a découvert que 44% des musulmans américains soutiennent le Hamas. C'est sans doute bien plus élevé. 44% affirment à un sondeur avoir une opinion favorable du Hamas. Si tu croises un musulman en Amérique, il y a une chance sur 2 qu'il ait une opinion favorable du Hamas. On doit faire comme si ce n'était pas vrai. Ce qui me rend vraiment optimiste à ce sujet, c'est que je ne vois pas cela comme quelque chose de profondément ancré dans l'avenir du Parti démocrate. Pour moi, le mouvement Free Palestine représente le dernier rituel de reconnaissance des terres autochtones, tout comme couper les financements de la police en 2020. En 2028, les gens feront comme s'ils n'avaient jamais soutenu ce mouvement. Les gens se lassent. D'abord, les rituels de reconnaissance des terres autochtones, puis couper les financements de la police. Ensuite, les femmes trans sont des femmes, puis le climat. Le monde va finir dans 12 ans. Et vous voyez, ils sont passés à autre chose à chaque fois qu'ils ont vu que les gens de la classe ouvrière rejetaient complètement tout ça. Même Greta Thunberg est passée au mouvement Palestine libre. Et c'est juste qu'ils ne tiennent pas sur la durée. Vous savez, c'est vrai que pour quelqu'un comme Mom Mamdani, Palestine libre est la cause qui fait battre son cœur. Et tout le socialisme n'est qu'un prétexte pour ça. Tout comme pour El Sayed, le Medicare for All sert juste prétexte à cette histoire de Palestine libre. Mais ces gens-là n'ont aucun poids au niveau national, vraiment aucun. Et Mom Mamdani ne cesse de faire erreur sur erreur sur erreur. En publiant les noms des propriétaires, la vidéo de Ken Griffin, en ciblant, vous savez,
un dirigeant à un moment où ils sont littéralement abattus dans les rues, en déclarant la guerre aux Juifs. Ce type de choses n'est pas populaire chez les Américains. Eh bien, eux, s'ils étaient avec nous, diraient que les sondages montrent que c'est populaire. Maintenant, c'est peut-être vrai, et j'espère que tu as raison. Et je pense en fait que tu as raison que c'est une tendance qui ne peut pas vraiment s'imposer auprès de la grande majorité du peuple américain. Et je pense que l'histoire des Juifs américains le prouve, comme tu le montres dans ton livre. Mais en ce moment, tu sais, les sondages montrent beaucoup de haine envers Israël. Ce n'est pas le cas, la grande majorité des gens à droite restent encore pro-Israël. Mais vous savez, quand on examine de plus près les sondages, on voit que les jeunes, même les jeunes conservateurs, si vous croyez les sondages, sont moins pro-Israël que leurs aînés. Et en effet, comme nous l'avons vu dans de nombreuses primaires démocrates à travers le pays cette année, être anti-Israël en ce moment est en quelque sorte le but organisateur, le principe organisateur de la politique démocrate, avec, vous savez, la conviction qu'il ne faut pas faire appliquer les lois sur l'immigration. Et avec la cause palestinienne semblant susciter encore plus de passion que leur haine pour l'ICE, vous savez, c'est en plein dans ce moment. Il est difficile de voir au-delà. Et en effet, parce qu'il semble que cela ait en quelque sorte pris, vous savez, la raison pour laquelle El Sayad a eu autant d'influence. Et vous savez, il a évincé la gauchiste qui pensait qu'elle allait être l'opposante de gauche à Haley Stevens, Mallory McMorrow. C'était que, vous savez, les histoires de génocide et les accusations de meurtre rituel contre Israël sont crues par beaucoup d'Américains, qui ont, vous savez, ils ont gobé ce que racontaient les médias grand public, qui sont, comme vous l'avez dit, wokistes. Vous savez, est-ce que c'est aussi simple que d'attendre que la fièvre tombe et de la combattre, évidemment, comme vous le dites, et je suis d'accord, mais vous savez, je peux pas en vouloir aux gens qui regardent ça et qui se disent « Attendez une minute, c'est vraiment un vrai problème. » Vous savez, ils pensaient que la police commettait un génocide contre les personnes noires en 2020. Ils ne le pensent probablement C'était tout plus autant maintenant. un libelle de sang que génocide à Gaza. Ils ne le croient sans doute plus. La gauche est un groupe de personnes suréduquées, pour la plupart aisées, qui pensent être moralement supérieures à la véritable classe ouvrière. Alors ils ont besoin de tout un tas de fictions, de vanité, pour entretenir cette illusion qu'ils sont en quelque sorte du côté des petites gens. Ils changent constamment de sujet, c'est le rôle que joue actuellement le slogan « Palestine libre ». C'est conçu pour masquer le fait que tous ces socialistes ont 20 points de retard sur les républicains auprès des gens de la classe ouvrière, toutes races confondues. Ils sondent, ils tirent. Abdallah Saïd obtient 21% du vote noir. Haley Stevens obtient 67% du vote noir. D'accord, c'est la situation actuelle. Bernie Sanders n'a pas séduit les électeurs noirs, mais a eu plus de succès chez les jeunes hispaniques. Majoritairement diplômés universitaires, ils soutiennent l'ouverture des frontières et l'abolition de l'IC, contrairement à leurs aînés. Qui n'aiment pas ce genre de choses, c'est pourquoi, bien sûr, les socialistes voulaient que le Nevada soit le premier État à organiser une primaire. Mais ils ont perdu face à la Caroline du Sud, avec sa grande population de femmes noires modérées. Donc, je me sens plutôt sereine à ce sujet. Je pense qu'ils passeront à autre chose. Israël est impopulaire en Amérique. Ça n'inspire pas beaucoup de sympathie. Si tu demandes dans les sondages, avec qui as-tu le plus de sympathie? Mais honnêtement, entre nous, Jonathan, ne pouvons-nous pas tous les deux admettre que les Palestiniens méritent bien plus de pitié qu'Israël? Si je devais choisir, Israël n'a pas besoin de ma pitié, Dieu merci. J'ai de la peine pour les Palestiniens, car ceux qui s'en soucient sont des psychopathes. Actuellement, Et je les me sens encourage très à mal. agir. Des choses destructrices. Donc je ne pense pas que cela signifie un changement massif. Je ne sais pas si cela signifie plus que le slogan « Abolish ICE ». C'est une posture morale, ce qui est étranger à la classe ouvrière, que les démocrates doivent reconquérir. Sinon, ils ne seront plus jamais compétitifs. Ce qui est intéressant dans ce que tu as soulevé, c'est la question des jeunes à droite. Mais même là, je me méfie beaucoup du récit. Ces jeunes qui n'aiment pas Israël, qui sont à droite, tu sais, il y a 10 ans, ils auraient été de gauche. On observe un fort virage culturel à droite chez les jeunes hommes.
Pour moi, c'est le premier signe qu'ils reviennent un peu vers la gauche, leur place naturelle. Les jeunes sont de gauche, puis grandissent. Ils achètent un bien immobilier. La plupart, ouais. Et ils arrêtent de détester les juifs. Et d'autres gens aussi, tu sais, c'est un peu comme le cycle de la vie, tu vois. Je remarque de nombreuses impulsions de gauche dans le mouvement des Groypers. Cette sorte de tendance à blâmer tout le monde pour ses problèmes, le défaitisme, la haine de l'Amérique. Je ne sais pas si c'est significatif. Le soutien des républicains à Israël n'a pas baissé. En fait, Israël est aujourd'hui plus populaire auprès d'eux qu'avant le 7 octobre. Il y a là un soutien très profond. Quiconque ne comprend pas cela ne sera pas compétitif lors d'une primaire républicaine. Dieu merci. Eh bien, parlons-en. Il n'y a aucun doute, et certainement en ce qui concerne la classe dirigeante, vous savez, le caucus républicain est presque unanimement pro-Israël. Et le seul membre manifestement anti-Israël du caucus républicain à la Chambre perdra son poste en janvier. Il s'agit de Thomas Massie. Ces choses-là ne sont pas sans rapport. Oui, exactement, parce que, tu sais, il s'est présenté comme le fait Abdul El C'est Sayed ça. contre l'EPAC. On verra comment ça se passe dans le Michigan la semaine prochaine, alors qu'on enregistre ceci une semaine avant la primaire. Mais on a vu comment ça s'est passé dans le Kentucky, où il n'y avait en fait pas tant de Juifs que ça dans sa circonscription. Mais il s'est fait écraser par un conservateur pro-Trump, soutenu par Trump, ancien Navy SEAL. Tu sais, Massie en était réduit à dire, si je veux le joindre, il faut que j'aille le trouver à Tel Aviv. Tu sais, ça n'a eu aucun effet sur la droite. Mais il y a une très grande exception à cette sorte de soutien monolithique à Israël à droite, du moins parmi la classe dirigeante. Et c'est une exception de taille. Et il s'agit du vice-président des États-Unis, J.D. Vance, qui, vous savez, et je parle en tant que quelqu'un qui avait plutôt de la sympathie pour lui, du moins, vous savez, au début. Et vous savez, il m'a perdu lors du Turning Point USA, vous savez, America Fest, en décembre dernier, quand il a décidé qu'il allait être publiquement neutre, vous savez, sur la question de l'antisémitisme de Tucker Carlson. Et il semble avoir redoublé là-dessus, en insistant lors de son interview chez Joe Rogan, vous savez, en blâmant Israël pour toutes sortes de choses, en agissant essentiellement comme si les Groypers représentaient un véritable électorat. Et comme s'il savait quelque chose à ce sujet, vous savez, les ressorts de la droite américaine que vous et moi ne connaissons pas. Pourquoi a-t-il tort? Je veux dire, les sondages montrent que les Groypers sont complètement marginaux et détestés par le grand public. Donc il a totalement tort là-dessus. Je veux juste approfondir ce qu'il a réellement dit chez Joe Rogan. Il a dit que les citoyens américains qui avaient un problème avec son foutu protocole d'accord, excusez mon langage, que nous étions payés par Israël. Donc, il a diffamé les citoyens américains qui avaient un problème avec un accord qui était déjà tombé à l'eau parce que c'était de la merde. Au moment où il parlait, oui, j'ai Au raison. moment où il était. Parce qu'il répétait là les erreurs d'Obama et de Biden, pour être franc. Il devrait s'estimer chanceux d'avoir approché le JCPOA. Ce qu'il a obtenu était bien pire. Il nous a accusés d'avoir une double loyauté et d'être littéralement payés par Israël, le plus vieux cliché antisémite qui existe. C'est une chose révoltante à dire pour un vice-président à propos des citoyens du pays qu'il sert. Des citoyens qui sont de son propre côté. C'est tout simplement révoltant. Ça ne concerne pas Israël. Il affirme être modéré sur Israël. Je le suis aussi, contrairement au Parti républicain. Lawrence Jones, sur Fox News, a dit « Monsieur le vice-président, ce n'est pas la position républicaine sur Israël. Ce n'est pas à propos d'Israël. Il s'agit de sa façon de parler de moi. Parce qu'il veut que je ressente que je dois prouver que je ne suis pas comme Mark Levin. Je suis d'abord pour l'Amérique, pas Israël. Il veut que je supplie pour qu'on reconnaisse que je mets l'Amérique en premier. Qu'ils aillent se faire voir, c'est du gauchisme. C'est du gauchisme. Vous voulez que vos Juifs aient l'impression qu'ils doivent prouver qu'ils n'ont pas de double loyauté. Tu te moques de moi avec ça?
Non, absolument pas. Absolument pas. Point final. Et je dois te dire, j'échange tous les jours avec des non-juifs. Je ne voterai jamais pour J.D. Vance. Tous les jours, des gens m'écrivent et me disent ça. Ils sont horrifiés par la façon dont il parle de ces sujets. Et en attendant, je vais dire ceci. J'entends chaque jour des démocrates me dire qu'ils voteraient très volontiers pour Marco Rubio. Des démocrates purs et durs qui n'ont jamais voté pour un républicain n'ont absolument aucun problème à s'imaginer voter pour lui. Certainement s'il se présente contre quelqu'un comme AOC, mais même face à un Gavin Newsom, non, Rubio. Josh Shapiro, il pourrait choisir Shapiro, vous voyez? Bonne nouvelle pour ma Corelgiana dans la région de Philadelphie. Mais ça, ce n'est pas négligeable. De nombreux républicains, surtout des femmes, ne choisiraient jamais J.D. Vance, car il a un vrai problème avec elle. Beaucoup de démocrates pourraient aussi envisager de devenir républicains pour la première fois. Eh bien, en gros, ce que tu dis, c'est que les sondages beaucoup trop précoces, qui sont réalisés tout le temps pour savoir qui sera le candidat, montrent que Vance a toujours une avance considérable. Marco Rubio dit qu'il ne se représentera pas, il a dit qu'il ne se présenterait pas contre J.D. Vance. Donc, même si je suis d'accord avec absolument tout ce que tu viens de dire, je ne peux pas écarter les chances de J.D. Vance. Il est le vice-président en exercice. Et à moins que le président Trump n'intervienne, et bien sûr, il aime toujours intervenir quand il voit qu'il va gagner, je ne peux pas écarter ses chances d'être le candidat républicain en 2028. Moi non plus, car je n'ai jamais sous-estimé la capacité du Parti républicain à arracher la Faire victoire quelque de la chose de défaite. stupide? Arracher la défaite aux portes de la victoire en faisant le mauvais choix. Il sera sûrement candidat, mais il n'est pas compétitif lors d'une élection générale. Peu importe l'adversaire, AOC ou Gavin Newsom, ce sera l'autre qui sera élu président. Je ne sais pas, je pense à AOC, J.D. Vance. Ça casse un peu le modèle informatique parce que, je ne suis pas sûr de ça. Mais je veux dire, ça revient à quand on se pose la question, tu sais, est-ce que la gauche peut prendre le contrôle du Parti démocrate? Tu sais, l'aile Bernie Sanders a le sentiment d'avoir été, tu sais, floué lors des 3 derniers cycles électoraux par Hillary Clinton et Joe Biden. Ils pensent que 2028 sera leur tour, malgré les femmes noires de Caroline du Sud. Tu sais, revenons là-dessus un instant. Tu penses vraiment que les Josh Shapiro de ce monde peuvent les battre aux primaires démocrates? Je ne sais pas. Tu sais, Kamala Harris a de bonnes chances et va probablement se présenter. Et elle, Oh, si c'est elle se sûr présente, qu'elle va se si elle se présenter. présente, elle va gagner la Caroline du Sud. Maintenant, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, est-ce qu'elle pourrait gagner le Nevada? Probablement pas. Est-ce qu'elle pourrait gagner le New Hampshire? Probablement pas. Pete Buttigieg va gagner le New Hampshire. Ça va être vraiment amusant. Genre, j'ai très hâte de voir ça. Genre, eh bien, Eh bien, nous sommes surtout parce journalistes. que Nous on adorons ça. adore On ce adore genre de choses. c'est sûr. Mais c'est comme, tu sais, les électeurs ne se soucient pas d'Israël. Genre, 90% de cette primaire va porter sur Israël. Donc ça va être un vrai bazar. Et ça va juste être un plaisir à regarder. Maintenant, bien sûr, ça dépend de ce qui se passe à droite. Parce que si jamais, tu sais, si J.D. Vance est couronné et qu'il n'y a pas de primaire, et tu sais, ce sera horrible car les démocrates risquent d'avoir le candidat le plus faible. Et on pourrait se retrouver avec le président le plus faible depuis longtemps. Mais j'ai encore de l'espoir, même si cela me paraît peu probable. D'après ce que je sais sur Marco Rubio, qu'il serait assez lâche pour ne pas remplir son devoir en tant qu'Américain. Il a le devoir, en tant qu'Américain, de se présenter à la présidentielle de 2028. C'est ce que je ressens. Et il ne semble pas être quelqu'un qui fuit ses responsabilités ou qui tourne le dos à ses obligations envers sa nation. C'est ainsi que je le verrai. Mais on ne sait jamais. Oui, non, c'est ça. C'est pourquoi les gens de notre profession feraient bien d'éviter de faire des prédictions. Sauf, vous savez, dans des chroniques satiriques. Et je pense que nous essayons tous les deux de nous en tenir à cela. Permettez-moi de poser une dernière question. Vous savez, l'un des problèmes à droite, c'est que, vous savez, le filtrage est vraiment passé de mode. Vous savez, l'une des grandes leçons historiques sur l'antisémitisme dans ce pays, c'est la façon dont William F. Buckley a essentiellement chassé les membres du John Birch Society du mouvement conservateur dans les années 1960, puis a fait la même chose, vous savez, 30 ans plus tard, avec des personnes avec qui il était en fait ami, comme Pat Buchanan et Joe Sobran, qui essayaient alors de normaliser l'antisémitisme. Mais il n'y a personne dans cette position.
La raison pour laquelle Tucker a autant d'influence dans l'espace public et même des personnes encore plus extrêmes comme Candace Owens et, vous savez, le groyper, le néo-nazi Nick Fuentes, vous savez, sont pris au sérieux parce que personne n'a ce statut. Personne. Et en effet, les gens certainement à droite et peut-être pas non plus à gauche sont prêts à accepter les décisions de certains leaders d'opinion concernant ce qui est acceptable ou non. Où est la fenêtre je ne suis pas d'accord avec d'Overton? toi. Alors, où va-t-on? Où en sommes-nous? Où en sommes-nous sur la question de rétablir une fenêtre d'Overton qui placerait les antisémites en dehors de celle-ci? Je ne suis vraiment pas d'accord avec toi sur ce point, Jonathan. Dans mon émission sur News Nation, j'ai reçu des membres du cabinet, des sénateurs, des membres du Congrès, des experts, des journalistes, des leaders d'opinion de droite qui ont dénoncé Tucker Carlson sans aucune ambiguïté. Et bien sûr, tout a commencé avec Donald Trump, oui, qui hier a retweeté un article du New York Post le qualifiant d'antisémite. Mais il y a un an, il a dit « Vous savez, Tucker, Megyn Kelly, Candace Owens, Alex Jones, vous êtes dehors. Vous êtes exclus du MAGA. Vous savez, je n'ai vu aucun problème à droite à dénoncer et condamner ces choses et à dire que cela n'a pas sa place dans le Parti républicain. Si vous parlez ainsi des Juifs, vous êtes exclus par tout le monde, sauf par la vice-présidente des États-Unis. Alors faites ce que vous voulez de cette information. Tout le monde, sauf la vice-présidente, n'a eu aucun problème à mettre les groypers et Tucker de côté. Et pendant ce temps, à gauche, le même type de personne a été élevé au rang de célébrité. Il y a donc une énorme différence en termes de courage et de détermination entre la gauche et la droite. J'ai vu exactement le contraire de ce que tu décris, à commencer par la Heritage Foundation, avec l'exode massif suite au soutien de Tucker Carlson par Kevin Roberts. C'est tout simplement incroyable et tellement réconfortant à voir. Je veux dire, car ils savent que c'est ce que veulent leurs électeurs. Ouais. Je pense que ça revient à, à la conclusion principale de ton livre, qui est que l'Amérique est toujours exceptionnelle. Tu sais, l'Amérique est différente du reste du monde en ce qui concerne la façon dont elle traite les Juifs, parce que l'Amérique elle-même, oui, a toujours été exceptionnelle dans la façon dont elle s'est présentée et la façon dont elle se percevait elle-même. Et que le grand débat ne porte pas vraiment sur la question de savoir si les gens vont être gentils avec les Juifs ou non. Il s'agit de ce qu'ils pensent de l'Amérique. Et que la gauche, qui est antisémite, déteste l'Amérique, vous savez, bien plus encore. C'est comme ce que nous disons à propos de l'Iran. Ils détestent l'Amérique plus qu'ils ne détestent Israël. Mais les Mandani et les gens de gauche qui répandent l'antisémitisme, eux aussi détestent l'Amérique. C'est exact. Merci, Bacha, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Livre, je veux dire, tes 2 premiers livres, je pense toujours que Bad News est le meilleur livre sur les biais médiatiques que j'ai jamais lu. Je recommande vivement tes 3 livres, dont Merci Les beaucoup. Juifs et la gauche, qui sont nos lecteurs. Comment nos auditeurs et téléspectateurs peuvent-ils se procurer un exemplaire et comment peuvent-ils suivre ton travail? Disponible sur Amazon et chez tous les libraires. Regardez mon émission chaque semaine sur News Nation, diffusée samedi à 19h. Le dimanche, à 11h00 pour le public observant le Shabbat, nous l'enregistrons le vendredi. Et oui, la meilleure façon de me soutenir, c'est de regarder mon émission. J'ai aussi une page Substack, alors lisez ce que j'écris et suivez Jonathan, car il est un phare moral en ces temps d'obscurité. Merci beaucoup de m'avoir invité et merci à tout le monde. Tout Oui. ce que vous faites pour notre nation et le peuple juif. Eh bien, merci beaucoup au nom de toute l'équipe ici à JNS. Nous remercions aussi notre public. Rejoignez-nous chaque jour pour l'édition quotidienne de Jonathan Thébon, que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes de podcast. Et que vous nous écoutiez sur l'une de ces plateformes ou que vous nous regardiez en direct sur Facebook, X ou sur la chaîne YouTube de JNS, merci de mettre un j'aime et ou de vous abonner à JNS, activez la cloche pour recevoir les notifications et laissez-nous de bons avis. Contactez-nous à thinktwice@jns.org pour nous dire où vous suivez l'émission et votre avis. Et souvenez-vous, continuez à lire et à penser par vous-même. Et on se retrouve la semaine prochaine.